Je n'aurais jamais imaginé que ma générosité deviendrait ma prison. 3 000 € par mois. C'était le prix que je payais volontairement pour entretenir mon mari, Mathieu, et sa mère vieillissante, Madame Carmen. Dans notre petit appartement à Lyon, c'était moi qui maintenais les lumières allumées et la nourriture sur la table. Jamais ils n'ont eu à me le demander 2 fois. Je signais chaque chèque, couvrais chaque facture et m'assurais que le garde-manger soit toujours plein. Au début de notre mariage, quand les cerisiers fleurissaient au printemps et que l'air frais du Rhône parvenait jusqu'à notre fenêtre, je croyais que nous formions une famille. Mathieu travaillait occasionnellement comme électricien, mais ses emplois ne duraient pour jamais. Le marché est difficile, se justifiait-il en passant ses après-midi avec ses amis au bar du coin. Sa mère, avec ses 70 ans bien tassés et un regard qui semblait juger chacun de mes mouvements, vivait avec nous depuis le jour de notre mariage. C'est temporaire, m'avait promis Mathieu. 3 ans plus tard, elle occupait toujours la chambre voisine de la nôtre. Mon travail de comptable dans une entreprise d'exportation me permettait de gagner suffisamment pour nous 3. Même si chaque mois, je voyais mes rêves s'éloigner un peu plus. Le voyage au Japon que je désirais tant, les études supérieures que je voulais terminer, même les petites choses comme sortir dîner ou m'acheter de nouveaux vêtements, tout était relégué au second plan face aux besoins de ma nouvelle famille. Parfois, les bons jours, je pensais qu'il l'appréciait. Mathieu m'enlaçait par derrière pendant que je préparais le dîner et murmurait « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi », et je fondais comme du beurre sous le soleil lyonnais. Mais il y avait des signes que je refusais de voir, de petits gestes de suffisance dans leur regard, quand je sortais ma carte pour payer au supermarché, la façon dont Madame Carmen inspectait mes tickets de caisse, comme si elle cherchait une dépense superflue. Le mécontentement à peine dissimulé de Mathieu quand je mentionnais que je pourrais peut-être économiser pour ouvrir mon propre cabinet comptable un jour. Cet après-midi de juillet, la chaleur était étouffante, même pour Lyon. J'étais partie tôt du travail, épuisée mais soulagée de voir ma moto briller sous le soleil sur le parking de l'immeuble. C'était la seule chose que je sentais vraiment mienne, un symbole de la liberté que j'avais eue avant de me marier. Je l'avais achetée avec mes économies avant de connaître Mathieu. Et bien qu'il insistât pour que je la vende afin d'investir dans quelque chose de plus utile pour la famille, je refusais de m'en séparer. Le vrombissement du moteur au démarrage me donnait toujours le sourire. Je parcourus les rues étroites du centre-ville, longeant les bâtiments aux couleurs chaudes et les places où les anciens jouaient à la pétanque. Le vent tiède sur mon visage me rappelait qui j'étais avant, quand je ne rendais de compte qu'à moi-même. J'arrivais à la maison plus tôt que d'habitude. L'immeuble, avec sa façade écaillée et le petit balcon où Madame Carmen étendait le linge, ne m'avait jamais vraiment semblé être un foyer. Je garai la moto dans le petit espace réservé devant l'entrée. Jetai encore mon casque quand je vis ma belle-mère sortir sur le balcon, les lèvres pincées de dédain en me voyant. Sans un mot, elle commença à descendre les escaliers, les clés de ma moto cliquetant dans sa main, comme si elles lui appartenaient. Ma voix trembla quand je lui demandai ce qu'elle faisait. Elle ne prit même pas la peine de me regarder. « Mathieu doit se rendre à un entretien d'embauche », marmonna-t-elle avec ce ton qu'elle utilisait toujours pour me faire sentir insignifiante. « Et ton caprice pourrait être utile pour une fois. » Mon cœur battait à tout rompre, tandis que je la voyais s'approcher de ma moto. Il ne l'avait jamais empruntée auparavant. Mathieu ne savait même pas la conduire correctement. La dernière fois qu'il avait essayé, il avait failli percuter un arbre dans le parc. « Carmen, s'il vous plaît », dis-je, essayant de garder mon calme. La moto est à mon nom. Si Mathieu a besoin d'un transport, je peux l'emmener moi-même quand je serai rentrée. Elle s'arrêta près de la moto, sa main ridée déjà sur le guidon. Ses yeux rencontrèrent les miens, et à cet instant, quelque chose changea dans son regard. Il n'y avait aucun respect, pas même la tolérance forcée que nous avions maintenue pendant des années, seulement du mépris. Après tout ce que nous avons fait pour toi, sa voix était glaciale. C'est comme ça que tu nous remercies, en refusant à mon fils ce dont il a besoin. Mes mains tremblaient, mais je tins bon. Pour la première fois depuis longtemps, je sentis quelque chose en moi refuser de céder. Carmen, cette moto est la seule chose qui me reste. Tout le reste, je le partage avec vous. Tout. Tu ne mérites pas quelque chose d'aussi cher alors que tu pourrais donner plus d'argent à mon fils, cracha-t-elle. Et je compris alors qu'elle ne m'avait jamais vue comme un membre de la famille. J'étais juste la source de revenus, le portefeuille qui maintenait leur style de vie.
Quand j'attrapais sa main pour l'empêcher d'insérer la clé dans le contact, ses yeux devinrent froids et distants. C'est à ce moment que je réalisais qu'elle ne m'avait jamais respectée. Et pire encore, peut-être que je ne m'étais pas respectée moi-même depuis trop longtemps. J'essayais de la raisonner, suppliant que la moto était immatriculée à mon nom. Mes mains tremblaient, mais je refusais de la lâcher. Les jointures de Carmen blanchirent autour des clés, tandis que le soleil de l'après-midi tombait implacablement sur nous dans cette rue étroite de Lyon. « S'il vous plaît, Carmen », insistai-je, baissant la voix pour que les voisins n'entendant pas notre dispute. Madame Rosier, qui arrosait toujours ses géraniums à cette heure-ci, nous regardait déjà avec curiosité depuis son balcon. Si Mathieu doit aller quelque part, je peux l'emmener moi-même ou lui donner de l'argent pour un taxi. Un taxi ? Son rire fut aussi rêche que du papier de verre. Pourquoi gaspiller de l'argent quand tu as ça ici qui ne sert à rien la plupart du temps ? Tu es égoïste, Lucie. Tu l'as toujours été. Mon nom dans sa bouche sonnait comme une accusation. Après 3 ans passés sous le même toit, à lui préparer son petit déjeuner chaque matin, à l'emmener chez le médecin quand ses genoux lui faisaient trop mal pour marcher, elle me voyait encore comme une étrangère, une intruse qui ne méritait rien. « Carmen, s'il vous plaît ?» Ma voix devint plus forte, se brisant de désespoir. Les derniers rayons de soleil se reflétaient dans le rétroviseur de ma moto, projetant de petites étincelles qui me rappelaient toutes les fois où je m'étais échappée avec elle pour respirer, lorsque la tension à la maison devenait insupportable. J'ai acheté cette moto avant de connaître Mathieu. C'est la seule chose qui me reste qui soit vraiment à moi. Son expression ne fit que s'assombrir. Il y avait quelque chose dans ses yeux que je n'avais jamais vu auparavant, quelque chose de froid et de calculateur. Un instant, je pensais qu'elle allait peut-être se raisonner et reculer, que peut-être, après tout ce temps, je trouverais une lueur de compassion en elle. Je me trompais. Dans un mouvement flou, elle lâcha les clés et se dirigea vers le balai qui était appuyé contre le mur de l'immeuble, à côté des pots de basilic que j'avais moi-même plantés au printemps dernier. Une seconde, je crus qu'elle bluffait, que ce n'était qu'une de ses tactiques pour m'intimider. Ce n'était pas le cas. Le premier coup m'atteignit à l'épaule, avec une telle force qu'il me fit vaciller. La douleur explosa dans mon bras comme les feux d'artifice du 14 juillet. Je haletai, mais avant que je puisse me protéger, elle frappa de nouveau, cette fois m'atteignant sur le côté de la tête. Des étoiles éclatèrent dans ma vision tandis que le monde basculait dangereusement. Je tombai sur le béton, ma joue raclant contre la surface rugueuse. Le balai tomba avec fracas à côté de moi. À travers le bourdonnement dans mes oreilles, j'entendis un rire familier, celui qui me consolait autrefois pendant les nuits d'orage. Mathieu était sur le seuil de la porte de l'immeuble, observant toute la scène, les bras croisés et un sourire aux lèvres. Il ne bougea pas pour m'aider. Il ne semblait même pas surpris. « Tu vois ce que tu m'obliges à faire ?» La voix de Carmen me parvenait, déformée par la douleur lancinante dans ma tête. Si seulement tu avais donné les clés comme je te l'avais demandé. J'essayais de me redresser, mais le monde continuait de tourner. Un filet de sang chaud coulait le long de ma tempe, goûtant sur le pavé chaud. Le goût métallique emplit ma bouche quand je me mordis la lèvre pour retenir un gémissement. Mathieu, ma voix n'était qu'un murmure. Il allait sûrement intervenir maintenant. Il allait sûrement voir que cela était allé trop loin. Mais son rire ne fit que s'intensifier. Il s'approcha à pas lents, comme un prédateur qui sait que sa proie est acculée. Il s'accroupit à côté de moi, son souffle chaud contre ma joue. Il sentait la bière et les cigarettes qu'il fumait en cachette sur le balcon quand il pensait que je ne le remarquais pas. « Qu'est-ce que tu espérais, Lucie ?» Sa voix était douce, presque tendre, ce qui la rendait encore plus terrifiante. « Que je te défende contre ma propre mère, après la façon dont tu t'es comportée ces derniers temps ?» Je ne comprenais pas à quoi il faisait référence. Comment m'étais-je comportée ? En travaillant 12 heures par jour pour entretenir un foyer où l'on ne m'avait jamais traité comme un membre de la famille ? Toi et tes petits secrets, continua-t-il, caressant mes cheveux avec une fausse tendresse. Tu crois qu'on n'est pas au courant pour tes économies ? Pour ce compte que tu as ouvert le mois dernier ? Mon cœur rata un battement. Ce compte était un petit fonds d'urgence, à peine quelques centaines d'euros que j'avais mis de côté sur mon salaire. Une petite assurance pour l'avenir, quelque chose pour me donner un minimum d'indépendance. Ce sont juste des économies, murmurai-je. Pour les urgences. Son rire fut comme un coup de fouet. Les urgences de cette famille se paient avec tout notre argent, Lucie. Pas avec tes petites économies secrètes. Il se leva brusquement,
époussetant son pantalon comme s'il venait de toucher quelque chose de sale. Il me regarda de haut, sa silhouette se découpant sur le ciel qui commençait à s'assombrir. « Maman a raison », dit-il, s'adressant à Carmen qui observait avec une satisfaction mal dissimulée. « Il est temps qu'elle apprenne. » Ma belle-mère s'approcha de nouveau, cette fois sans le balai, mais avec mes clés fermement agrippées dans son poing. Elle les agita devant mon visage, un sourire triomphal aux lèvres. « La prochaine fois », murmura-t-elle en se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres du mien, « ce ne sera pas juste un coup. » Ils s'éloignèrent ensemble, mère et fils, me laissant étendue sur le sol devant notre immeuble. Quelques voisins observèrent depuis leurs fenêtres, mais personne n'intervint. Peut-être pensaient-ils que c'était un autre de nos problèmes de famille, comme ils les appelèrent poliment quand ils entendaient des Mathieu me crier dessus dans l'escalier, ou Carmen me manipuler pour que je leur donne plus d'argent. Je restais là plusieurs minutes, hébétée et humiliée. Le rire de Mathieu résonnait encore dans ma tête. C'était le son le plus cruel que j'ai jamais entendu. La femme qui m'avait frappée rentra comme si de rien n'était. Mon cœur battait contre le béton. Pour la première fois, je sus avec une clarté absolue que j'étais seule. Mais dans cette solitude, alors que le ciel de Lyon se teignait de pourpre et d'orange, quelque chose en moi se cristallisa. Une certitude que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ce n'était pas de l'amour. Ça ne l'avait jamais été. Et je méritais mieux que ça. Quand je me relevai enfin, mon corps hurlait de douleur. Mes cheveux collaient à mon visage en mèches poisseuses de sueur et de sang. Je ne pris pas la peine de m'essuyer. Chaque pas vers l'appartement semblait plus lourd que le précédent. Les escaliers de l'immeuble, que j'avais si souvent montés chargés de courses pendant que Mathieu regardait le football sur le canapé, paraissaient maintenant interminables. En entrant, l'appartement était silencieux, la télévision éteinte, la cuisine vide. Une assiette sale dans l'évier me rappela que ce matin-là, j'avais préparé le petit déjeuner pour nous trois, comme chaque jour, comme ce moment semblait lointain maintenant, comme s'il s'était produit dans une autre vie, à une autre femme. Je me traînais jusqu'à la salle de bain, évitant de regarder vers le salon où Mathieu et Carmen étaient probablement en train de discuter de leur prochain coup. En fermant la porte, le miroir me renvoya l'image d'une inconnue, des yeux gonflés, une pommette meurtrie, une fine ligne rouge descendant du cuir chevelu. Mais il y avait quelque chose de nouveau dans mon regard, quelque chose d'inébranlable. « Ça suffit », murmurai-je à mon reflet, les mots à peine audibles par-dessus le bourdonnement du vieil extracteur. « C'est fini ». Les mains tremblantes, j'essuyai le sang de mon visage. L'eau froide du robinet me brûlait sur les plaies ouvertes, mais je le sentis à peine. Mon esprit était ailleurs, calculant, planifiant. Les larmes qui coulaient sur mes joues n'étaient pas de tristesse, mais de détermination. Je sortis de la salle de bain et me dirigeai directement vers notre chambre. Le lit que je partageais avec Mathieu n'était pas fait, comme toujours. Ses chemises pendaient au dossier de la chaise, ses chaussures éparpillées sur le sol. Pendant 3 ans, j'avais rangé derrière lui comme s'il était un enfant. 3 ans d'excuses, de promesses vides, de « les choses s'amélioreront quand je trouverai du travail ». Je sortis une valise du placard, la même que nous avions emportée à Nice pour notre lune de miel. Ce voyage m'avait semblé magique à l'époque. Maintenant, je me demandais s'il n'y avait pas déjà des signes que j'avais décidé d'ignorer. Je ne pris pas grand-chose. Quelques vêtements de rechange, mes papiers, la petite boîte à bijoux où je gardais les boucles d'oreilles que ma grand-mère m'avait offertes avant de mourir, mon ordinateur portable et mes livres de comptabilité. Au fond de la valise, je plaçais le carnet où j'avais méticuleusement noté toutes les dépenses du foyer pendant 3 ans. Chaque euro que j'avais versé pour le loyer, la nourriture, les médicaments de Carmen, les prêts que Mathieu ne remboursait jamais. Alors que je fermais la valise, la porte de la chambre s'ouvrit. Mathieu se figea sur le seuil, une expression d'incrédulité sur son visage bronzé. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» Sa voix était basse, menaçante. Je ne levai pas les yeux. Je continuais à fermer la fermeture éclair de la valise comme s'il n'était pas là. « Je m'en vais, Mathieu. » Ma voix semblait étrangement calme, même pour moi. Il éclata de rire, mais je pouvais déceler la nervosité sous sa fausse assurance. « Tu t'en vas ? Où ça ? Tu n'as personne. » C'était vrai. Ma famille m'était à Marseille, à des centaines de kilomètres, et nous avions progressivement perdu le contact après mon mariage. Une autre de ces choses que j'avais laissé arriver,
pensant que je construisais mon propre foyer. Je préfère être seule que de rester ici. Je levai enfin le regard, affrontant ses yeux sombres. Ceci n'est pas un foyer, Mathieu. C'est une prison. Son expression changea, le masque de l'arrogance disparaissant un instant. Il semblait presque effrayé. « Tu ne peux pas partir, » dit-il en faisant un pas vers moi. « Tu as besoin de moi. » Je secouai la tête. « Non, Mathieu, c'est toi qui as besoin de moi. Ou plutôt, tu as besoin de mon argent. » Lucie, son ton s'adoucit, adoptant cette douceur calculée qu'il avait si souvent utilisée pour me manipuler. Ce n'était qu'une dispute. Maman s'est énervée, mais tu sais comment elle est, ça lui passera. Elle m'a frappé avec un balai, Mathieu. Ma voix se brisa légèrement. Et tu as ri. Il fit un geste dédaigneux de la main, comme pour chasser une mouche agaçante. Tu exagères. C'était à peine une bousculade. Je pris mon téléphone et activai la caméra frontale, lui montrant mon visage meurtri. Ça te semble une exagération ? Un instant, il parut sincèrement surpris, comme s'il voyait mes blessures pour la première fois. Mais son expression se durcit rapidement. Si tu n'avais pas été si têtu avec la moto... Je posai la valise par terre et m'approchai de la coiffeuse. J'ouvris la petite boîte à bijoux où je gardais les quelques souvenirs de valeur que j'avais. Au fond, sous le collier que ma mère m'avait offert pour ma remise de diplôme, se trouvait mon alliance. Je l'avais enlevée avant d'entrer dans la douche et, pour la première fois en 3 ans, je ne ressentis aucune envie de la remettre. Je la laissai sur la table de chevet où il la verrait à son réveil. Le petit cercle d'or brillait sous la lumière de la lampe, un rappel des promesses qui ne s'étaient jamais réalisées. C'est fini, Mathieu. Ma voix était ferme, sans aucune trace de doute. Je ne vais pas continuer à payer pour être maltraité. Il s'approcha alors, les mains tendues dans un geste qui se voulait conciliant. Je reculai instinctivement, et quelque chose dans ma réaction le fit s'arrêter. Peut-être la façon dont mon corps se tendit, se préparant à un autre coup, ou peut-être la détermination dans mes yeux, celle qui disait que cette fois, je ne céderai pas. « Tu ne peux pas me faire ça », murmura-t-il, sa voix mêlant rage et panique. « Pas après tout ce que j'ai fait pour toi. » Je laissai échapper un rire amer. « Tout ce que tu as fait pour moi. Et ce serait quoi, exactement ?» Il balbutia quelque chose sur l'amour, sur les bons moments, sur la façon dont il m'avait donné un foyer. Mais ces mots sonnaient creux, comme de fausses pièces qui ne pouvaient de plus me tromper. « Je viendrai chercher mes affaires demain, » dis-je en prenant ma valise. « Et je vais emporter tout ce que j'ai payé dans cette maison, c'est-à-dire pratiquement tout. » Son visage se déforma en une grimace de fureur. « Tu ne peux pas faire ça. C'est ma maison. Le bail est à mon nom, Mathieu. Comme les factures d'électricité, d'eau, d'internet, tout. » Il se déplaça pour bloquer la porte, son corps tendu comme celui d'un animal acculé. « Tu ne partiras pas. Je ne le permettrai pas. » Je pris une profonde inspiration, me préparant à ce que je savais allait arriver. Mais avant que je puisse décider quoi faire, la voix de Carmen résonna depuis le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» La femme apparut à côté de son fils, les yeux plissés en voyant ma valise. « Elle s'en va !» cracha Mathieu, sans quitter son regard de moi. Carmen me regarda avec mépris, mais je pus voir la même peur dans ses yeux, la même prise de conscience soudaine de ce que mon départ signifierait pour eux. « Après tout ce que nous avons fait pour toi », commença-t-elle, son discours si prévisible que j'aurais presque pu le réciter avec elle. « Ingrate, sans reconnaissance. »« Assez, Carmen », l'interrompis-je. La surprise sur son visage valait presque toutes les insultes qui suivraient. « Je ne veux plus l'entendre. Je m'en vais, et demain je viendrai chercher le reste de mes affaires. » Je fis un pas en avant, déterminé à passer entre eux si nécessaire. À ma grande surprise, Mathieu s'écarta. Peut-être vit-il quelque chose dans mon expression qui lui fit comprendre que cette fois, c'était différent. Que cette fois, il n'y aurait pas de réconciliation. En passant à côté d'eux, Carmen essaya de m'agripper le bras, mais je me dégageai d'un mouvement brusque. La douleur de mes blessures était insignifiante, comparée à la détermination que je ressentais. « Oh, si tu me touches encore une fois, » dis-je en la regardant droit dans les yeux, « j'appelle la police. » Je traversai le couloir, le salon, et j'arrivai enfin à la porte d'entrée. En la refermant derrière moi, je ne ressentis aucun remords. Mon cœur était à vif, mais sous les blessures, brûlait quelque chose de puissant, le besoin de justice. Je n'allais pas disparaître en silence. Je ne dormis pas cette nuit-là.
Mon esprit était trop agité, rejouant chaque insulte, chaque bleu, chaque promesse vide. J'avais pris une chambre dans une pension économique près de la gare de Lyon-Perrache, un endroit discret où la propriétaire, une femme âgée nommée Sylvie, ne posa pas de questions en voyant mon visage meurtri. Elle m'offrit juste un sac de glace et une tasse de camomille avant de me montrer la chambre. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis au bout du couloir », avait-elle dit, avec cette sagesse dans les yeux que seules les femmes qui en ont trop vu possèdent. Je m'assis en tailleur sur le lit, mon portable entre les mains. Le papier peint de la chambre, avec son motif de fleurs fanées, me rappelait la maison de ma grand-mère à Marseille. Peut-être devrais-je appeler ma famille, pensais-je. Mais la honte me paralysait. Comment leur expliquer que l'homme que j'avais épousé contre leur avis était exactement ce qu'ils avaient craint? À la place, je commençais à faire défiler de vieilles photos. Anniversaire, vacances sur la Côte d'Azur l'été dernier. Tous ces sourires, ces étreintes devant l'appareil photo. Des preuves que c'était moi qui maintenais le tout. Sur une photo de Noël, Mathieu levait son verre vers l'appareil, souriant avec ce charme qui m'avait conquise 4 ans plus tôt dans cette boîte de nuit sur la plage. À ses côtés, Carmen portait le pull que je lui avais acheté, pendant que je préparais le dîner qui avait coûté près de 200 €. De mon salaire, bien sûr, comme tout le reste. J'agrandis l'image, observant le coin de la salle à manger. Le téléviseur à écran plat que j'avais acheté quand l'ancien était tombé en panne, le canapé que j'avais choisi après des semaines de recherche pour en trouver un qui plairait à Carmen, la vaisselle en porcelaine dont Mathieu insistait que nous avions besoin pour les grandes occasions, bien que nous n'invitions jamais personne. Au fil des heures, ma colère se cristallisa en détermination. J'ouvris l'application de notes sur mon téléphone et commençai à faire une liste de tout ce que j'avais payé dans cette maison. Chaque appareil électroménager, chaque meuble, les mensualités du prêt immobilier qu'ils ne pouvaient pas se permettre sans moi. Ligne après ligne, je marquais mes contributions, imaginant l'expression sur leur visage quand ils réaliseraient ce que je pouvais leur enlever. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était la sécurité qu'ils m'avaient volée, la dignité qu'ils avaient piétinée comme si elle ne valait rien. En consultant mes comptes bancaires via mon mobile, je découvris quelque chose qui me fit bouillir le sang. Mathieu avait transféré 1 000 € de notre compte joint vers un compte que je ne reconnaissais pas. Le virement avait été effectué à peine 2 jours auparavant. Pendant que je faisais des heures supplémentaires pour payer les traites, il détournait de l'argent. « Pourquoi avais-tu besoin de 1 000 €, Mathieu » murmurai-je dans la chambre vide. Un voyage surprise qu'il n'avait jamais mentionné? Des dettes de jeu qu'il avait cachées? Ou simplement se préparait-il au cas où j'ouvrirais enfin les yeux? J'appelai la banque, bien qu'il soit presque minuit. Le service client 24h24 me permit de bloquer immédiatement le compte joint. Soupçon de fraude, expliquai-je d'une voix calme. Ce n'était pas tout à fait un mensonge. Quand je terminai l'appel, je ressentis un calme étrange. Le premier pas était fait. Il n'y aurait plus d'argent, plus de sacrifices, plus d'humiliation. Je cherchais dans mes contacts et trouvai le numéro de Marthe, ma collègue de travail qui étudiait le droit le soir. Malgré l'heure, elle répondit à la 2e sonnerie. « Lucie, tu vas bien ?» Sa voix ensommeillée se transforma en alarme quand je lui racontai ce qui s'était passé. « J'ai besoin d'un avocat, » dis-je, surprise par la fermeté de ma propre voix. « Et j'ai besoin de savoir quels sont mes droits. » Marthe n'hésita pas. « J'ai un professeur qui est spécialisé dans les cas comme le tien. Je l'appellerai à la première heure. » Ensuite, j'appelai Hélène, la secrétaire de mon patron, qui avait un frère avec une entreprise de déménagement. « J'ai juste besoin qu'il récupère mes affaires demain, » lui expliquai-je. « Je paierai ce qu'il faudra. »« Ne t'inquiète pas pour l'argent, » répondit Hélène avec détermination. « Michel sera ravi d'aider. » Au moment où le ciel commençait à s'éclaircir sur les toits de Lyon, j'avais un plan. Avocat, déménagement, nouvel appartement temporaire, tout organisé en une nuit d'appels téléphoniques et de messages. Je découvris que j'avais plus de soutien que je ne le croyais. Des gens prêts à m'aider sans juger. Je pris une douche rapide dans la salle de bain commune du couloir, laissant l'eau chaude laver les dernières traces de larmes. Mon reflet dans le miroir embué montrait les ecchymoses qui commençaient à foncer sur ma joue et ma tempe, mais aussi cette nouvelle détermination que j'avais découverte en moi. Je retournai dans la chambre et ouvris ma valise. Parmi les vêtements pliés à la hâte, je trouvai une photo que j'avais glissée sans réfléchir. C'était celle de ma remise de diplôme à l'université, 5 ans plus tôt.
Je souriais à l'appareil, fière avec ma toge et mon diplôme, entourée de camarades dont je me souvenais à peine des noms maintenant. Mais ce qui attira mon attention, c'est mon expression. Confiante, sûre d'elle, avec cette étincelle d'ambition que j'avais progressivement perdue pendant mon mariage. « Te voilà », murmurai-je en passant un doigt sur le visage souriant de cette femme que j'avais été. « Tu es toujours là, à l'intérieur. » Alors que le soleil commençait à se lever, je préparais un café dans la petite cafetière que Sylvie avait laissée pour les clients. L'arôme familier me réconforta, me rappelant que certains plaisirs simples restaient en les mêmes. Je m'assis près de la fenêtre, observant Lyon s'éveiller. Des travailleurs se dirigeant vers leur emploi, des étudiants avec des sacs à dos marchant vers le lycée, des personnes âgées promenant leurs chiens avant que la chaleur du jour ne devienne insupportable. Une vie normale, une vie que je méritais aussi. Mon téléphone vibra avec des messages que je ne pris pas la peine de lire. Ils pouvaient garder leurs excuses. Je n'en avais plus besoin pour définir qui j'étais. L'avocat, Romain Hébert, m'appela juste au moment où je terminais mon café. « Marthe m'a raconté votre situation, Madame Vega », dit-il d'une voix professionnelle mais aimable. « J'ai un créneau à 9h. Pourriez-vous venir à mon cabinet ?»« J'y serai », répondis-je. Ensuite, Michel, le frère d'Hélène, appela, confirmant que lui et 2 employés seraient disponibles à partir de 11h. « Aurez-vous besoin de carton ?» demanda-t-il. « Non », répondis-je, pensant à tous les biens que j'avais accumulés pendant 3 ans de mariage. Je ne prendrai que ce qui est vraiment à moi. Je terminai mon café et m'habillai avec la seule tenue formelle que j'avais apportée. Un pantalon noir et un chemisier bleu que j'utilisais pour le travail. Je couvris les bleus du mieux que je pus avec du maquillage. Non par honte, mais parce que je ne voulais pas que ce soit la première chose que les gens remarquent chez moi. Je n'étais pas seulement une victime. J'étais une femme qui reprenait sa vie en main. En sortant de la pension, Sylvie m'arrêta dans le hall. « Vous revenez ce soir ?» demanda-t-elle, son regard évaluant mon apparence plus formelle et la détermination dans mes pas. « Je ne sais pas », répondis-je honnêtement. « Mais si ce n'est pas le cas, je vous préviendrai. » Elle hocha la tête, comprenant sans avoir besoin de plus d'explications. Elle me tendit une petite carte avec son numéro personnel. « Au cas où », dit-elle simplement. Je gardai la carte dans ma poche et sortis dans la rue. Le soleil de Lyon brillait sur les bâtiments anciens, dorant les façades aux couleurs pastel. J'inspirais profondément l'air matinal, avec son mélange de café fraîchement moulu des cafés voisins et l'odeur lointaine du fleuve. Il était temps de récupérer ce qui était à moi. Et je ne parlais pas seulement des meubles ou des appareils électroménagers, mais de ma dignité, de mon indépendance, de mon avenir. Mathieu et Carmen avaient choisi de me briser, mais ils étaient sur le point de découvrir que j'étais beaucoup plus forte qu'ils ne l'avaient jamais cru. Quand j'arrivai à l'appartement, je ne sonnais pas. J'utilisais ma propre clé. Il était 11h15 du matin, et le camion de Michel était déjà garé dans la rue, attirant l'attention des voisins curieux qui faisaient semblant derrière leurs rideaux. Derrière moi se trouvait Romain, mon avocat, et un serrurier qui l'avait recommandé. À ma droite, Michel et ses 2 assistants attendaient mes instructions. L'avocat avait été très clair. Tout ce que je pouvais prouver avoir acheté avec mon argent était légalement à moi. J'avais le droit de l'emporter. Dans ces cas-là, m'avait-il expliqué dans son cabinet, il est fondamental d'agir avec rapidité et détermination. J'ouvris la porte et entrai d'un pas décidé. Mathieu et Carmen étaient encore en peignoir, en train de prendre leur petit déjeuner dans la cuisine. Leurs visages se figèrent en me voyant entrer avec cette petite armée derrière moi. Je vis la tasse de café trembler dans la main de mon mari, renversant des gouttes sombres sur la nappe que j'avais brodée l'hiver précédent. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais ?» exigea Mathieu. Mais pour une fois, sa voix semblait faible, insignifiante. Ses cheveux en désordre et l'ombre de barbe sur son visage lui donnaient un aspect négligé, vulnérable. Il n'était plus l'homme intimidant qui m'avait fait me sentir si petite. Carmen se leva d'un bond, renversant sa chaise. « C'est une violation de domicile. J'appelle la police. » Romain fit un pas en avant, son costume impeccable et sa mallette en cuir projetant exactement l'image d'autorité dont nous avions besoin. « Madame, je vous recommanderais de ne pas faire de menaces. Madame Vega a tout à fait le droit de retirer ses biens, et nous avons la documentation qui le prouve. » La couleur quitta le visage de Carmen. Ses yeux passaient de Romain à moi, puis aux hommes qui attendaient à l'entrée. « Je viens chercher mes affaires, » dis-je calmement.
Mon cœur aurait dû s'emballer, mais il battait à un rythme régulier et satisfaisant. Tout ce que j'ai acheté avec mon argent. Michel et ses assistants attendirent mes indications. D'un geste, je leur désignai le salon. Le canapé, la table basse, le téléviseur, le meuble de la salle à manger, commençai-je à énumérer. Les hommes hochèrent de la tête et se mirent immédiatement au travail, déplaçant les meubles avec une efficacité professionnelle. Mathieu sortit de sa stupeur et s'interposa entre eux et le téléviseur, celui-là même qu'il avait insisté pour acheter quand son équipe de foot avait joué la finale de la Ligue des Champions l'année précédente. « Tu ne peux pas emporter ça, nous l'avons acheté ensemble. » Je sortis de mon sac le dossier que j'avais préparé avec Romain. À l'intérieur se trouvaient toutes les factures, organisées par date et type d'achat. Je lui tendis celle du téléviseur, où mon nom figurait comme acheteuse et le paiement avait été effectué depuis mon compte personnel. « Non, Mathieu, c'est moi qui l'ai acheté, comme presque tout le reste dans cette maison. » Ses yeux parcoururent le papier, cherchant un argument à m'opposer. Il n'en trouva aucun. À mesure que les camions se remplissaient, Mathieu et Carmen nous suivaient dans l'appartement, contemplant impuissants la disparition des commodités auxquelles ils s'étaient habitués. Le nouveau réfrigérateur, la machine à laver, le lave-vaisselle, même le petit climatiseur que j'avais installé l'été précédent lorsque Carmen se plaignait constamment de la chaleur. « Tu ne peux pas nous laisser sans rien !» balbutia ma belle-mère, sa voix perdant l'arrogance qui la caractérisait toujours. « Où allons-nous dormir? Qu'allons-nous manger ?» Je la regardais droit dans les yeux, me souvenant de toutes les fois où elle avait compté chaque centime que je dépensais, comme si j'étais une enfant irresponsable ayant besoin de supervision. « Peut-être que Mathieu pourra enfin trouver un travail, » répondis-je sans élever la voix. « Il a 35 ans. »« Il est temps. » Le serrurier finit de changer les serrures, pendant que les derniers meubles étaient chargés. Il me tendit les nouvelles clés avec un sourire compréhensif. Il devait avoir vu des situations similaires des dizaines de fois. Mathieu et Carmen étaient maintenant acculés dans un coin du salon vide, leur visage pâle d'incrédulité. L'appartement, qui une heure auparavant regorgeait de commodités, semblait maintenant une coquille vide. Il ne restait que les lits, la table de la cuisine, et quelques vieilles chaises qui étaient venues avec l'appartement. « Tu ne peux pas nous faire ça », murmura Mathieu, mais sa voix manquait de la conviction d'avant. Pour la première fois, je vis une peur réelle dans ses yeux. Pas la peur manipulatrice qu'il utilisait pour me faire sentir coupable, mais une panique authentique. Où allons-nous trouver de l'argent ? Je ressentis une pointe de tristesse. Non pas pour eux, mais pour la femme que j'avais été, si désespérée d'être aimée qu'elle avait confondu la dépendance avec l'affection. « Ce n'est pas mon problème, Mathieu, » répondis-je avec un calme que je n'avais jamais ressenti auparavant. « Pendant 3 ans, tu m'as fait croire que j'étais la chanceuse de t'avoir, que je devais être reconnaissante parce que tu me permettais de vous entretenir tous les deux. » Je cherchai dans mon sac et sortis une enveloppe Kraft. Je la tendis à mon encore mari, qui la prit avec des mains tremblantes. « Qu'est-ce que c'est ? » ?»« Les papiers du divorce, » expliqua Romain depuis la porte. « Et une ordonnance de protection provisoire, compte tenu des événements d'hier. » Carmen laissa échapper un cri étouffé. « Une ordonnance de protection ? C'est ridicule. C'était à peine une bousculade. » Sans répondre, j'ôtai la veste légère que je portais, révélant les bleus qui marquaient mon épaule et mon bras. Puis j'écartai les cheveux que j'avais stratégiquement coiffés sur ma tempe, montrant la blessure encore rougeâtre où le balai m'avait frappé. « Le médecin légiste qui l'a examiné ce matin n'est pas du même avis, » intervint Romain, son ton professionnel mais ferme. « Les photos et le rapport sont déjà joints à la plainte. » Mathieu fit un pas vers moi, une dernière supplique dans les yeux. « Lucie, on peut arranger ça. C'était un malentendu. Tu sais que je t'aime. » Je restai ferme, même si une partie de moi, celle qui se souvenait encore des premiers jours de notre relation, voulait le croire. Mais la nouvelle femme qui avait émergé des cendres de la veille savait mieux. « Non, Mathieu, tu ne m'aimes pas. Tu ne m'as jamais aimé. Tu voulais seulement ce que je pouvais te donner. » Je regardais autour de moi une dernière fois, cet espace que je n'avais jamais ressenti comme un véritable foyer. Les marques plus claires sur les murs montraient où avaient été les tableaux qui se trouvaient maintenant dans le camion. Le sol nu où il y avait auparavant un tapis que j'avais acheté aux Galeries Lafayette avec ma première prime. « Le loyer est payé jusqu'à la fin du mois », dis-je en me dirigeant vers la porte où Romain m'attendait. « Après ça, c'est à vous de voir. » Carmen commença à protester, mais Mathieu la fit taire d'un geste brusque. Pour la première fois, je vis quelque chose qui ressemblait à de la compréhension sur son visage.
peut-être même de la honte. Il était trop tard pour que ça m'importe. En sortant, je croisai Madame Rosier, qui faisait semblant d'arroser les plantes de son palier. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant l'état de mon visage en pleine lumière. « Lucie, ma chère, » murmura-t-elle. Si j'avais su, je lui offris un petit sourire. « Ce n'est rien, Madame Rosier. Maintenant, tout va bien. » Je descendis les escaliers avec Romain à mes côtés. Dans la rue, Michel m'attendait près de son camion, déjà chargé de mes biens. Pas ceux de Mathieu et Carmen, pas ceux de la famille. Les miens. « On emmène tout ça où ?» demanda-t-il. Je lui tendis un papier avec l'adresse du petit appartement que j'avais loué ce matin-là, grâce à l'aide d'Hélène. Il n'était ni grand ni luxueux, mais il n'était que pour moi. En montant sur ma moto, je ressentis une étrange sensation de légèreté. Les bleus palpitaient encore à chaque battement de mon cœur, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais vivante. Ils avaient choisi de me briser, mais ils étaient sur le point de découvrir que j'étais beaucoup plus forte qu'ils ne l'avaient jamais cru. En démarrant le moteur, je jetai un dernier regard à l'immeuble. Au balcon du 3e étage, 2 silhouettes m'observaient en silence. Je ne ressentis pas de pitié, seulement du soulagement. La porte s'était refermée derrière moi, comme la note finale d'une chanson que je ne voulais plus écouter. Je conduisis ma moto dans les rues de Lyon, le vent caressant ma peau. Mes bleus palpitaient encore à chaque battement de cœur, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais complètement vivante. La route s'étendait devant moi comme un ruban de possibilités, m'emmenant loin de l'amertume qui avait empoisonné mon foyer. J'avais perdu mes illusions, mais j'avais gagné quelque chose de bien plus précieux, ma dignité. Je suivis le camion de déménagement jusqu'à mon nouvel appartement dans le quartier de la Croix-Rousse, une zone bohème pleine de cafés et de petites boutiques de créateurs. L'immeuble, avec sa façade fraîchement peinte en jaune pâle, avait ce charme décadent si typique des anciens bâtiments lyonnais. La propriétaire, une retraitée nommée Amélie, m'attendait à l'entrée avec les clés à la main et un pot de basilic en cadeau de bienvenue. « Pour qu'il y ait toujours de la saveur dans votre cuisine », dit-elle avec un sourire chaleureux, sans poser de questions sur les bleus que le maquillage ne parvenait plus à cacher après des heures sous le soleil. L'appartement était petit mais lumineux, avec de grandes fenêtres donnant sur une rue étroite pleine de vie. Les sols en carreaux de ciment racontaient des histoires d'autres temps, d'autres vies qui s'étaient déroulées entre ces murs avant la mienne. Il n'avait pas le luxe auquel je m'étais habituée dans l'appartement que je partageais avec Mathieu, mais il avait quelque chose de bien plus précieux, la paix. Michel et ses assistantes travaillèrent efficacement, plaçant les meubles selon mes indications. Le canapé sous la fenêtre principale, le téléviseur en face, la table à manger près de la cuisine ouverte. À chaque pièce qui trouvait sa place, l'appartement se transformait d'un espace anonyme en quelque chose que je pouvais appeler mien. « C'est un bel endroit », commenta Michel pendant que nous positionnions la dernière étagère. Petit, mais avec du caractère. Je souris, passant la main sur le bois poli du meuble que j'avais choisi des années auparavant, avant de connaître Mathieu. Comme moi, je suppose. Quand les hommes partirent, je restais seule au milieu de mon nouveau foyer, entourée de cartons à déballer et de possibilités à découvrir. Le silence avait une qualité différente ici. Ce n'était pas le silence tendu qui précédait les disputes avec Carmen, ni le silence plein de ressentiment qui suivait mes refus aux demandes constantes de Mathieu. C'était un silence qui m'appartenait, que je pouvais remplir de mes propres pensées, de mes propres décisions. Je préparais un café dans la cafetière que j'avais sauvée de ma vie antérieure et m'approchais de la fenêtre. Le soleil commençait à descendre, baignant les façades de couleurs chaudes, tandis que les voisins rentraient du travail et que les terrasses des bars commençaient à se remplir. J'observais un couple de personnes âgées qui marchaient bras dessus bras dessous, partageant ce qui semblait être une glace. Je me demandais si je connaîtrais un jour ce genre d'amour. Un amour basé sur le respect mutuel et non sur la dépendance ou le contrôle. Mon téléphone vibra avec des messages que je ne pris pas la peine de lire. Mathieu avait appelé et envoyé des SMS toute l'après-midi, alternant entre supplications désespérées et accusations amères. J'avais donné des instructions à Romain pour qu'il gère toute communication nécessaire à partir de maintenant. J'avais besoin d'espace pour guérir, tant physiquement qu'émotionnellement. Ce soir-là, après avoir déballé l'essentiel, je pris une longue douche dans ma nouvelle salle de bain. L'eau chaude tombait sur mes épaules tendues, emportant le stress accumulé de ces derniers jours. Je m'enveloppais dans une serviette et m'arrêtais devant le petit miroir embué. Les bleus sur mon visage avaient mépris une couleur violacée, intense.
Mais mes yeux avaient un éclat que je n'avais pas vu depuis longtemps. Je ne me reconnaissais pas tout à fait dans ce reflet, mais c'était peut-être là toute la question. La femme que j'avais été pendant les 3 dernières années, soumise, craintive, cherchant constamment l'approbation, n'existait plus. À sa place se trouvait quelqu'un de plus fort, quelqu'un qui avait eu le courage de dire « ça suffit » et de réclamer sa vie. Je m'habillai d'un pyjama propre et m'assis sur le lit fraîchement fait. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas à m'inquiéter de savoir si le dîner était prêt pour l'arrivée de Mathieu ou s'il y avait assez d'argent pour les médicaments dont Carmen avait toujours un besoin urgent. Pour la première fois, je n'avais qu'à m'inquiéter de moi-même. Le lendemain matin, je me réveillais au son de la ville qui s'animait. Les vendeurs du marché voisin installant leurs étals, les rideaux de fer des magasins qui s'ouvraient, l'odeur du pain frais de la boulangerie du coin. Je me préparais un café et l'emportais sur le petit balcon, observant le monde qui se déployait sous mes pieds. Mon téléphone sonna. C'était Marthe, inquiète de savoir comment j'avais passé la nuit. « Je vais bien », l'assurai-je. « En fait, je crois que je vais mieux que bien. »« Sûr ? Je peux passer après le travail si tu veux de la compagnie. » Je considérais son offre. L'ancienne Lucie aurait dit oui immédiatement, craignant la solitude. Mais la nouvelle Lucie découvrait qu'il y avait une certaine paix à être avec soi-même. « Que dirais-tu de demain ? Aujourd'hui, je veux finir de m'installer et peut-être faire un tour dans le quartier. » Après avoir raccroché, je terminais mon café et m'habillais avec des vêtements confortables. Les bleus étaient encore visibles, mais je décidai de ne pas les couvrir de maquillage. Je n'avais pas à en avoir honte. Ce n'étaient pas mes cicatrices, mais les traces d'un chapitre que j'avais eu la force de clore. Je sortis explorer la Croix-Rousse sous la douce lumière du matin. Le quartier vibrait d'une énergie différente de celle du centre de Lyon. Plus jeune, plus dynamique, rempli de petits commerces qui respiraient la créativité. Je passais devant une agence immobilière avec une pancarte « Local commercial à louer » et m'arrêtai, une idée se formant lentement dans mon esprit. Et si, pendant des années, j'avais rêvé d'ouvrir mon propre cabinet comptable. J'avais la formation, l'expérience, et même quelques clients potentiels de l'entreprise où je travaillais qui me demandaient toujours des consultations en dehors des heures de bureau. Mathieu avait toujours rejeté l'idée comme « trop risqué » ou « trop cher ». Mais maintenant, je n'avais plus besoin de son approbation. Je notais le numéro de téléphone de l'annonce et continuais ma promenade. Cette fois, avec un but renouvelé à chaque pas. Je trouvai un petit café avec des tables sur le trottoir et m'assis pour prendre mon petit déjeuner. La serveuse, une jeune fille avec un piercing au nez, m'apporta un café au lait et une tartine beurrée. « Nouvelle dans le quartier ?» demanda-t-elle aimablement, sans commenter mon apparence meurtrie. « Oui, j'ai emménagé hier. Bienvenue à la Croix-Rousse, alors. Je m'appelle Chloé, au fait. »« Lucie, » répondis-je, surprise par la facilité avec laquelle je souriais. « Enchantée. » Pendant que je déjeunais, j'observais le flot de gens qui passaient devant le café. Des étudiants avec des sacs à dos, des artistes avec des cartons à dessin, des entrepreneurs consultant leur téléphone entre 2 gorgées de café. Une communauté diverse qui coexistait en harmonie. Peut-être qu'ici, je pourrais trouver non seulement un nouveau foyer, mais aussi un nouveau départ. Je rentrais à l'appartement avec des provisions fraîches du marché et passais l'après-midi à organiser mon espace et à faire des plans. J'appelai le numéro du local commercial et pris rendez-vous pour le voir le lendemain. Je mis à jour mon CV et l'envoyai à quelques entreprises qui cherchèrent des comptables, comme plan de secours pendant que mon idée prenait forme. Alors que la nuit tombait sur Lyon, je m'assis près de la fenêtre avec un verre de vin rouge. Les lumières de la ville commençaient à s'allumer, créant une mosaïque de fenêtres éclairées contre le ciel assombri. Quelque part là-dehors, Mathieu et Carmen devaient affronter leur nouvelle réalité sans moi, sans mon argent, sans mon soutien constant. Un instant, je ressentis une pointe de culpabilité, rapidement remplacée par la certitude que j'avais fait ce qu'il fallait. Mon téléphone vibra avec un message. C'était d'Hélène, demandant si tout allait bien. Je lui envoyais une photo de ma vue nocturne avec un simple texte « Un nouveau départ ». Cette nuit-là, en me préparant à dormir, je trouvais parmi mes affaires un petit carnet que je ne me souvenais pas avoir emballé. En l'ouvrant, je reconnus ma propre écriture. C'était un journal que j'avais commencé peu après mon mariage avec Mathieu et abandonné lorsque les critiques constantes de Carmen avaient miné ma confiance pour écrire. Les premières pages étaient pleines d'espoir et de projets d'avenir. Les dernières,
de doutes et de justifications pour le comportement de plus en plus contrôlant de mon mari. Je passais mes doigts sur ces pages, reconnaissant la femme qui les avait écrites, mais la sentant étrangement distante, comme un personnage d'un roman que j'avais lu il y a longtemps. Je pris un stylo sur ma table de chevet et ouvris une page blanche. « Aujourd'hui, ma vie commence », écrivis-je. Je ne savais pas exactement à quoi ressemblerait cette vie, quels défis elle apporterait ou quelle joie m'attendait, mais pour la première fois depuis des années, l'avenir ne me terrifiait pas. Il m'attirait comme un horizon ouvert, prêt à être exploré selon mes propres termes. Je me couchais et fermais les yeux. Je ne sentais pas le poids des attentes de quiconque pesait sur moi. J'avais été blessée, humiliée et trahie, mais à la fin, je m'étais relevée selon mes propres conditions. Et tandis que je sombrais dans le sommeil, je sus que ma vie, enfin, était vraiment la mienne.